Bonjour, nous sommes sur le troisième cours qui étudie les conséquences du climat. Alors nous avions déjà vu les conséquences du climat sur la répartition des êtres vivants, nous avons vu ensuite les conséquences du climat sur la géographie d'un lieu, comme par exemple une rivière qui peut être creusée par l'eau lors de l'érosion. Nous allons voir aujourd'hui ce que, en effet, lors du dernier cours, grâce à cette vidéo, nous avons pu voir que le climat pouvait avoir une influence parfois importante, des fois dangereuse, sur les activités humaines. Alors vous notez la suite du cours. En rouge, grand 3, les conditions climatiques peuvent engendrer des risques pour les êtres humains, point, sauter une ligne. En bleu, suivant les conditions climatiques, virgule, il peut y avoir des risques pour l'homme ou ses activités, point, à la ligne. En effet, des cyclones, virgule, des inondations ou des tempêtes peuvent se produire et sont liés aux conditions climatiques. Point. Et nous avions vu, lors de ce cours, qu'un continent était particulièrement touché, l'Asie. La question s'était d'ailleurs posée de savoir pourquoi ce continent était particulièrement touché. Nous avions utilisé cette carte qui montrait la densité d'habitants par rapport à la surface habitée. Et nous avions vu que ce continent était très habité, ce qui fait que lui, forcément, était plus sensible aux risques naturels puisqu'il y avait plus de personnes. D'ailleurs, cette notion de densité d'habitants est très importante, on va revenir dessus. Alors revenons sur cette notion de densité. Vous avez ici un exemple avec 3 personnes sur une unité de surface, le carré blanc. Donc vous avez une densité de 3. 3 pour 1. 3 personnes pour une unité de surface. Prenons un autre exemple en gardant les mêmes unités. Voilà, là. Donc là vous avez 4 unités de surface, 4 carrés blancs. Par contre vous avez 10 personnes. Donc vous avez plus de personnes que dans le premier exemple. Et pourtant, la densité est inférieure, effectivement, puisque nous avons plus de surface. 10 personnes pour 4 unités de surface, ça nous fait une densité de 2,5. Donc même si le nombre total de personnes, 10, est supérieur au premier exemple, 3, nous avons une densité qui est inférieure, parce qu'il faut prendre en compte la surface habitée. D'ailleurs, dans cet exemple-là, vous avez le même nombre de personnes, 10 personnes, mais par contre, regardez ce carré-là. Oui, celui-là, il est beaucoup plus dense que les autres. Effectivement, la densité de la population, c'est par rapport à une surface, mais ça ne veut pas dire qu'elle est équitablement répartie. Il suffit de reprendre en France, par exemple, les zones où il y a des villes et les zones de campagne, vous avez une densité d'habitants qui est nettement inférieure à la campagne qu'en ville. Vous avez plus d'habitants en ville. Prenons un dernier exemple, ici toujours 4 unités de surface, mais par contre là, nous avons plus de personnes. D'accord, nous avons 12 personnes, donc la densité est de 3. On se retrouve avec plus de personnes, plus de surface, mais la même densité que dans le premier exemple. Donc comprenez bien que la densité, c'est une mesure du nombre de personnes, nombre d'habitants, en fonction de la surface habitée. Donc ça peut varier, vous pouvez avoir plus d'habitants, mais moins de densité si le pays est plus grand. Prenons un exemple simple, vous pourrez regarder, le Canada est un pays qui a une très faible densité. C'est pas parce que les gens ne sont pas nombreux, par exemple à Montréal il y a énormément de personnes, c'est une ville qui est très très grande, mais vu que le pays a une surface énorme, en densité, on a un chiffre relativement faible. Alors revenons sur l'exemple de l'Asie. Donc l'Asie est un pays où il y a une forte densité, ce qui signifie que dès qu'il y a un événement climatique qui se produit, il y a de fortes chances qu'il touche des personnes, puisqu'il y a de nombreuses personnes qui habitent au kilomètre carré. Donc, forcément, c'est là qu'on va avoir le plus de risques. Et c'est là qu'il est important de bien comprendre la différence entre risque et aléa. Très important cette différence. Un aléa, c'est un événement qui peut se produire. Par exemple, une tempête, c'est un aléa. Mais si elle se fait au milieu de l'océan, il n'y a aucun risque. Un risque, c'est le fait qu'un aléa puisse impacter l'activité humaine. Alors, vous notez à la suite du cours, les risques naturels n'existent que dans des zones qui sont habitées. Si un événement comme une inondation se produit dans une zone non habitée, virgule, on ne parle pas de risque puisqu'aucun dégât ne peut être fait aux activités humaines. Point, à la ligne. Il existe donc un aléa naturel qui peut engendrer un risque quand il se produit dans une zone habitée. Sautez une ligne, définition, à la ligne, aléa naturel, 2 points, possibilité qu'un phénomène se produise dans une zone donnée. Point, à la ligne, risque naturel, 2 points, danger éventuel plus ou moins prévisible qui est lié à un aléa naturel. Point. Maintenant que les choses sont claires entre aléa et risque, très important, puisque ça vous poursuivra jusqu'en troisième, j'allais dire, et même après d'ailleurs. Toujours est-il que maintenant que aléa et risque sont bien distincts, on va pouvoir étudier un nouvel exemple qu'on n'a pas eu le temps de faire en classe, celui des cyclones. Alors dans le film qui vient, vous allez pouvoir trouver les réponses à ces questions-là, que vous mettrez par écrit et que vous me rendrez comme évaluation de votre travail personnel. Allez, bonne vidéo. Qu'est-ce qu'un cyclone ? Un cyclone tropical est un tourbillon d'air chaud et humide d'un diamètre de 200 à 500 km, parfois plus. Vu de l'espace, il se caractérise par des bandes de nuages disposées en spirale, attirées vers un anneau central. Au centre de cet anneau se trouve l'œil du cyclone d'un diamètre de 20 à 35 km. C'est une zone d'accalmie peu nuageuse.
Au centre du système, la pression atmosphérique baisse considérablement. Plus la pression est basse, plus les vents sont forts. Ces vents tournent à une vitesse souvent supérieure à 200 km/h dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. Cela est dû à la rotation de la Terre. Dans l'hémisphère nord, les vents tournent dans le sens contraire. L'ensemble du système progresse un peu comme une toupie qui tourne sur elle-même et se déplace lentement à 20 ou 30 km/h. Avec les vents violents, le cyclone est accompagné de pluies torrentielles. Elles provoquent des crues dans les rivières, surtout si les pentes sont fortes comme à Tahiti. Les rivières débordent et inondent de vastes zones. Les sols, sur des pentes instables, gorgés d'eau, glissent vers le bas. Ce sont les glissements de terrain qui emportent parfois maisons, arbres et routes. La baisse brutale de la pression atmosphérique, combinée aux effets du vent, provoque une surélévation du niveau de la mer. Une houle importante se propage à des milliers de kilomètres du centre du cyclone et précède souvent l'arrivée du cyclone. Elle touche les rivages des continents et des îles. Les zones côtières basses sont alors particulièrement menacées. Les cyclones naissent dans les régions tropicales sur des océans dont la température est supérieure à 26 degrés centigrades, sur une épaisseur d'eau de plus de 50 mètres. Sur cette carte sont indiquées les différentes zones de formation des cyclones et leurs itinéraires. Le Pacifique Sud est particulièrement concerné. La structure d'un cyclone est la suivante. Au-dessus de l'océan, où l'eau est à plus de 26 degrés centigrades, l'air chaud et humide monte en spirale. L'air est aspiré comme dans une cheminée, à très haute altitude et à très grande vitesse. Vers 15 000 mètres d'altitude, le froid provoque la condensation de l'humidité sous forme d'un tourbillon de gros nuages qui provoque des vents violents et des pluies torrentielles. Au passage du cyclone au lit, des pluies diluviennes, des vents violents et surtout une très forte houle ont touché les îles. De nombreuses maisons ont été fortement endommagées ou détruites. Des terres agricoles ont été recouvertes d'eau de mer. Les cultures ont été perdues. Les réseaux de distribution d'eau potable, d'électricité et de téléphone ont subi des dégâts. Des routes en bord de mer ont été arrachées ou recouvertes de gravats en provenance de la mer ou d'arbres abattus. Le cyclone Oli a fait un mort à Tubuai, mais des cyclones précédents ont été plus meurtriers. Donc vous l'avez compris, je l'espère, grâce à ce début de leçon, les aléas naturels sont principalement liés aux conditions climatiques, des conditions climatiques très particulières, comme pour le cyclone, où il faut une eau, une certaine température, etc. C'est ce que nous étudierons la prochaine fois, le lien entre ces conditions climatiques et les aléas naturels et les risques qui peuvent en découler. Sur ce, je vous dis à bientôt.